Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlement Hebdo en compagnie cette semaine de Saveria Rojek. Bonjour Saveria. Dans l'actualité politique et parlementaire, cette semaine, il y a eu d'abord comme une ambiance de gueule de bois du côté de l'UMP après le meeting du Bourget et surtout après les propos de Nicolas Sarkozy évoquant l'hypothèse d'une défaite. Le moral est bon, clament les parlementaires réunis au QG du parti. La méthode Coué a rien de tel. Et puis dans la lancée du Bourget, François Hollande a détaillé ses 60 propositions pour la présidentielle. 20 milliards d'euros de mesures nouvelles qui seront compensées par une réduction des niches fiscales. Programme flou et irréaliste, estime la majorité. Enfin, le Sénat a définitivement adopté le texte pénalisant la négation des génocides, dont le génocide arménien. Le Sénat en état de siège avec aux alentours des manifestations turques et arméniennes. Un Sénat divisé sur ce texte et qui a toutefois fini par le voter. Et avec nous pour commenter cette actualité, Alain Joyandet, bonjour. Bonjour. Vous êtes député UMP de Haute-Saône depuis 2002. Vous avez été secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie dans le gouvernement de François Fillon II. Vous avez dû en partir pour une histoire de jet privé utilisé pour un déplacement en Martinique. Vous avez depuis réintégré les bancs de l'Assemblée. Quelles sont aujourd'hui vos relations avec Nicolas Sarkozy? Excellente. Le président m'a confié une mission il y a quelques mois sur l'emploi des jeunes. J'ai eu l'occasion de lui remettre mon rapport. Dont on va parler dans cette émission. Dont nous allons parler et voilà, aucun problème. Voilà, donc nous allons maintenant parler de l'actualité de la semaine. Avec lundi, le Sénat qui connaît une journée très mouvementée. Un Sénat en état de siège pour l'examen du texte sur la négation des génocides. Un texte finalement voté dans la soirée. Et à l'extérieur du Sénat, manifestants pro-turcs et pro-arméniens s'affrontent. Regardez ce reportage d'Alexandra Colino. À droite, la délégation arménienne. À gauche, la délégation turque. Entre les deux, quelques fauteuils pour les séparer et pas un regard. Depuis la tribune présidentielle, chacun écoute les débats. L'ambassadeur turc est particulièrement attentif. Lorsque l'Assemblée a voté la loi le 22 décembre dernier, il avait été rappelé en Turquie pour quelques semaines. Si la loi passe cet après-midi, la riposte d'Ankara sera immédiate. Parce que la Turquie ne pourrait jamais accepter ça. Donc il faut que l'opinion publique française sache ça. Point à la ligne. Jamais. Et bon, si ça passe malheureusement, on va continuer à le défiler. Alors là, on ne peut pas vivre ça. Bon, les relations entre la Turquie et la France ne résisteront pas à ça. Deux camps dans l'hémicycle, deux camps aussi dans la rue. Des drapeaux turcs et des cartes d'électeurs en guise de banderoles d'un côté, des drapeaux français et des photos du génocide arménien de l'autre. Entre les deux, un no man's land et quelques CRS. Pour les défenseurs turcs, la loi est électoraliste, alors ils sont venus rappeler aux politiques que leur voix aussi compteront pour les élections présidentielles. Nous, franco-turcs, on est aussi là pour, en tant que citoyens français et électeurs pour les élections présidentielles. Des citoyens français aussi dans le camp arménien, venus, eux, soutenir une loi qu'ils jugent protectrice pour leur histoire. Le rôle du Parlement, c'est de protéger les citoyens lorsqu'on leur dit « votre histoire n'a pas eu lieu, vous êtes des menteurs et on est libre de vous insulter ». En Turquie et en Arménie, les peuples suivent les débats à la télévision. Des dizaines d'envoyés spéciaux des deux camps sont venus couvrir l'événement. Alain Joyandet, c'est un sujet brûlant qui a créé la polémique et de fortes réactions en Turquie. Au final, est-ce que cette loi était vraiment nécessaire ? Je crois que le fait de punir la négation des génocides, il n'y a pas eu beaucoup de génocides, 3 ou 4, je pense que sur le fond, on ne peut être que d'accord. Après, il y a la question de l'opportunité ou pas de ce moment du Parlement français. À titre personnel, je n'ai pas participé au vote, ce n'est pas un désaccord de fond, mais j'ai quelques doutes justement sur l'opportunité de ce texte. La question mémorielle, est-ce que c'est le Parlement français qui doit se saisir en ce moment de ces grands sujets? Voilà, donc... Est-ce qu'il y avait ça divisé au sein même du gouvernement, hein? Alain Juppé, par exemple, ou Bruno Le Maire se sont prononcés contre. Je ne suis pas prononcé contre, mais enfin, j'étais pas convaincu que c'était le moment, en tout cas. Sur le fond, c'est incontestable. Je crois que c'est normal qu'un pays comme la France, qui est comme le berceau des droits de l'homme, ait ce genre d'attitude. Mais le Parlement français a beaucoup d'urgence en ce moment et nos concitoyens sont préoccupés par d'autres sujets.
Il y a un côté électoraliste là-dedans? Non, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un côté électoral, parce que vous savez, il y a autant de coûts à prendre que de bénéfices à enregistrer. Il y a quand même tout le vote de la communauté arménienne qui est important en France. L'État français est souverain, le Parlement a le droit de délibérer. Après, chaque parlementaire en son âme et conscience. Je ne veux pas rajouter la polémique à la polémique, donc j'ai une attitude plutôt réservée. Et voilà, je ne veux pas non plus être... Et sur les conséquences avec la Turquie, nos relations avec Ankara, est-ce que ça va se tasser? On sait que Nicolas Sarkozy a adressé une lettre. Oui. Je pense que la réaction à chaud est normale de la part des Turcs, mais vous savez, je connais bien la diplomatie française, je fais confiance à nos diplomates, bien sûr à Nicolas Sarkozy, pour qu'après cette séquence un peu difficile, les relations entre la France et la Turquie soient apaisées. Un mot sur l'aspect économique, les mesures de rétorsion économique, est-ce qu'on peut les craindre réellement? C'est à cela que je pense quand je parle des relations apaisées. Beaucoup d'entreprises françaises, européennes ont des relations très importantes avec la Turquie. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas laisser non plus les grands sujets de société à la remorque des échanges économiques, mais enfin c'est un tout. Et dans les jours qui viennent, encore une fois, je fais confiance à la diplomatie française pour arranger les choses. Mais alors pourquoi, selon vous, l'a-t-on fait à ce moment-là, si c'était vraiment pas opportun? Écoutez, on ne peut pas arrêter tout. On peut pas tout arrêter à quelques mois d'une élection. Vous savez qu'on est passé du septennat au quinquennat. Donc est-ce qu'il faut se dire que 6 mois avant les élections, il faut tout arrêter? Il n'y a plus de délibération, il n'y a plus de décision. Vous verrez que dans les jours qui viennent, il y a aussi des décisions compliquées à prendre. Oui, vous avez dit vous-même que celle-ci n'était pas une urgence. Hein, on l'aura compris. Je rappelle aussi que c'était une initiative parlementaire. Qui a été rejetée par un Sénat de droite à l'époque, d'ailleurs. Oui, mais c'est quand même une initiative parlementaire. Ce sont des députés qui ont porté cette idée devant le Parlement. Le président de la République a redonné au Parlement, au début du quinquennat, beaucoup d'initiatives, contrairement d'ailleurs à ce qu'on peut entendre ici ou là. C'est une initiative parlementaire. Un certain nombre de parlementaires ont suivi, d'autres pas. Et voilà, c'est la démocratie. Allez, Alain Joyandet, on va poursuivre avec le mardi et l'UMP qui digère lentement le meeting du Bourget. Tout le monde en convient, même à droite, François Hollande a réalisé un sans faute dimanche lors de son grand show du Bourget. Alors en ce mardi, les parlementaires UMP viennent resserrer les rangs lors d'un déjeuner au nouveau siège du parti. Mot d'ordre, sourire, notamment devant la caméra de Marion Lefebvre. Remobilisation générale au siège de l'UMP. Ministres et parlementaires affichent leur unité. Fini le blues post-meeting socialiste. Séquence méthode Coué. Comment va le moral? Très bien, excellent. Pourquoi que le moral soit mauvais? Mon moral est parfait. Et je tiens à vous dire qu'on va faire ça à la loyale, c'est-à-dire avec franc et cordial. La stratégie est la meilleure. Et c'est pour ça qu'on est assez serein, même si ce n'est pas facile. Il faut faire preuve d'un petit peu de sang-froid dans tout ça, et ne pas céder à l'agitation générale. L'UMP organise la riposte. Plus question d'attaque personnelle contre François Hollande. À la consigne, c'est désormais de pointer les contradictions et le financement du programme socialiste. Mais surtout, de vanter le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Les mois de janvier, dans les campagnes présidentielles, on les connaît bien. C'est toujours les mêmes. Il y a les vedettes du mois de janvier, les héros du mois de janvier, les battus du mois de janvier. Mais l'élection est en mai. Et d'ici là, il va se passer beaucoup de choses. Derrière l'image, le discours officiel pointe le malaise de certains députés. Le candidat Nicolas Sarkozy ne fait plus rêver la droite populaire. La personnalité ne jouit pas d'une adhésion totale du peuple français. C'est également une réalité. Ça ne va pas être un choix enthousiaste, ça va être un choix de réalisme et de rationalisme. L'offensive de l'UMP est en marche, mais sans le candidat. Nicolas Sarkozy ne semble pas vouloir accélérer son calendrier. Alors c'est un peu la soupe à la grimace cette semaine. On sent tout le monde un peu crispé. Vous-même aussi? Écoutez, est-ce que j'ai l'air crispé? Vous voyez réagir là pendant le sujet. Je réagissais au propos d'un de mes collègues de l'UMP. Je me demandais au fond s'il était UMP ou... Ça, on y reviendra peut-être. Je pense que le moment est à la mobilisation et je crois vraiment qu'il faut parler du fond. On dit le succès du meeting de M. Hollande. Mais heureusement que M. Hollande peut organiser un meeting. Il est candidat à l'élection présidentielle. Ce qui est intéressant, c'est de voir le fond. Qu'est-ce qu'il propose? Juste un mot, Alain Joyandet, quand même. On sait que l'image est importante, surtout dans cette période. Y a-t-il pas un problème de communication, alors que François Hollande triomphe au Bourget, de voir Nicolas Sarkozy naviguer sur une pirogue et puis évoquer l'hypothèse de sa défaite? Nicolas Sarkozy est un être humain, comme tout le monde. Et vous savez
quelle est sa liberté de ton, y compris devant les journalistes, et qu'il a eu cette réflexion. Après tout, pourquoi pas, parce que... Vous vous êtes senti abandonné, ça vous a surpris? Pas du tout, mais enfin écoutez, entre le président de la République qui éventuellement s'interroge sur son avenir et voir François Hollande qui nous explique qu'il n'y a pas besoin d'élection puisqu'il est déjà élu, il est déjà en négociation avec Mme Merkel. Mais c'est le moment de s'interroger sur son avenir alors qu'on a déjà des candidats qui sont partis en fusée. Je pense que c'est au fond assez sain que l'on dise parfois quand même aussi ce qui peut être dans notre fort intérieur. Est-ce que ça peut être une stratégie? Je ne pense pas que ce soit une stratégie. Comme la déclaration de candidature se fait attendre, que certains la réclament? Je ne pense pas que ce soit une stratégie. Je pense qu'il y a un moment donné, pourquoi pas, une élection présidentielle, il y a des phases qui se succèdent, qui ne sont pas toutes les mêmes. Le fait que le président ait dit cela, bon, après tout, on dit qu'il n'est... Comment dire? On dit qu'il est parfois... pas assez humain. Eh bien, au moins, voilà une preuve d'un réflexe très, très humain. Il faut être humain et fragile avant une élection présidentielle? Vous savez, je pense que le président n'est pas forcément celui que l'on caricature. Il a aussi des réactions. Mais ce qui me choque beaucoup plus, c'est la posture de M. Hollande. Enfin, écoutez, c'est caricatural. Il a gagné. Les élections sont faites. Ce que nous avons fait pendant 5 ans, il n'y a rien de bon. On a encore vu très, très récemment dans ses déclarations. Il ne reconnaît pas le moindre mérite au travail que nous avons fait en 5 ans. C'est de ça dont il faut vraiment parler. Vous considérez quand même que vous lui laissez totalement le champ libre pour l'instant? Oui, mais je pense qu'il y a un temps pour tout. Encore une fois, c'est le quinquennat. Alors, c'est quoi le temps pour Nicolas Sarkozy? Le temps pour Nicolas Sarkozy, en ce moment, c'est le temps du travail. On a quand même des sujets importants. Vous avez vu ce qui se passe au niveau de l'emploi. Il y a des mesures très urgentes qui ont été prises pour l'emploi le 18 janvier, qui sont d'ores et déjà en application. On parlera peut-être tout à l'heure. Imaginez que le président de la République soit déjà candidat. Qui est-ce qui préside la France dans les mois qui viennent alors qu'il y a des décisions très importantes à prendre? Donc moi je suis tout à fait sur la ligne du calendrier tel qu'il est défini. Travaillons le plus longtemps possible. Donc avec une candidature début mars? Début mars, c'est le président qui fera son calendrier. Votre camp réclame une déclaration beaucoup plus tôt. Oui, mais enfin, je pense que le président préside, on a besoin de travailler. Je pense que les Français ne sont pas encore complètement dans la campagne. Les Français, ils attendent que l'on règle un certain nombre en tout cas qu'on se batte contre un certain nombre de phénomènes comme l'explosion éventuelle du chômage si nous ne faisons rien. On voit que le chômage a beaucoup plus explosé dans d'autres pays européens par rapport à ce qui se passe en France, même si la situation est difficile. Les mesures qui sont prises sont bonnes, parlons-en, l'emploi des jeunes, le chômage partiel, les entreprises, etc. Une petite question encore, peut-être avant de poursuivre. On vous a vu réagir, ce Christian Vannès, qui fait donc partie de la droite populaire. Oui. La droite populaire qui, en ce moment, se détache beaucoup dans ses propos de Nicolas Sarkozy, président et surtout candidat, éventuel candidat. Est-ce qu'elle vous fait peur, cette droite populaire, qui risque de lâcher le président? L'Union pour un mouvement populaire est riche de ses différences. Chacun a sa sensibilité. Bon, moi, je suis pas... C'est pas quand vous regardiez le sujet, vous aviez l'air plus énervé que qu'on s'entend. Non, mais je pense... Votre camp devrait être plus rassemblé. Moi, je pense qu'on a besoin de réhabiliter absolument le bilan du président qui est excellent, et le bilan de la majorité. Bien sûr, les chiffres du chômage sont là, mais bien sûr, il y a eu des crises. Les Français comprennent ça. Donc, je pense qu'il faut réhabiliter le bilan du président. Il faut faire campagne, il faut être solidaire, il faut être fier de ce que nous avons fait. Ce que propose M. Hollande, c'est l'antithèse de ce dont la France a besoin. J'espère qu'on aura le temps de s'expliquer là-dessus. Donc voilà, solidarité, enthousiasme, une campagne. C'est pas parce qu'au mois de janvier, c'est la séquence Hollande. Très bien, il est tout seul comme candidat, heureusement. Il faut bien que vos collègues et vous-même parliez de ce que fait M. Hollande. C'est tout à fait normal. Juste un mot sur la question que vous posiez sur évidemment, le meeting réussi, je ne vais pas contester le fait que le meeting était réussi. De la même manière que je vois bien que M. Hollande, comme on dit dans le milieu médiatique, est plutôt bon dans l'exercice, dans la forme. Mais parlons du fond, et c'est ça notre travail à nous, élus de la majorité, de montrer ce qui ne va pas dans le programme de M. Hollande. On va y venir justement. Alors à l'Assemblée nationale, c'est le gouvernement qui cette fois monte au créneau. Il s'en prend à la gauche et au programme de François Hollande. Un échange musclé avec Jean-Marc Ayrault. Juliette Lecorrec. Monsieur le Président, mes chers collègues, on se calme un petit peu. Ambiance électrique cet après-midi pour un règlement de compte en règle entre la gauche et la droite. Et c'est la majorité qui a ouvert les hostilités contre une cible, François Hollande. Quand vous parlez emploi et pouvoir d'achat, c'est un oral de rattrapage de votre part? Parce que dimanche au Bourget, il n'a pas été question d'emploi.
Il n'a pas été question de pouvoir d'achat. Vos priorités à vous, dimanche, c'est la nomination du président de France Télévisions. Les Français apprécieront. Quand certains font de la finance l'ennemi absolu, nous, c'est le chômage, notre ennemi absolu. Face aux attaques de l'UMP contre François Hollande, le patron des députés socialistes prend la parole pour une intervention non préparée. Le discours de François Hollande dimanche dernier a été un succès parce qu'il sème un tel vent de panique à l'UMP que vous nous en êtes réduits à la caricature et à transformer cette séance des questions au gouvernement, non pas en questions aux ministres en exercice, mais en séance de démolition, de caricature. Monsieur Hérault, votre conception du débat politique, c'est oui, vous avez le droit de critiquer toutes les actions du gouvernement, mais le gouvernement et la majorité, eux, n'ont pas le droit de dire que le candidat socialiste a fait un discours dimanche qui est un discours d'illusion. Alors dans l'hémicycle, ce mardi, on a eu quand même cette impression que la majorité était dans l'opposition. C'était un peu ça. Les questions d'actualité servent pour les uns et pour les autres à s'exprimer. Je pense que effectivement, les ministres ont le droit et ont même le devoir, dans la réponse qu'ils font, de mettre quand même en perspective les réponses qui sont apportées par les uns et par les autres. Et sur la question de l'emploi... Ils sont vraiment la droite sur la défensive quand même, depuis quelques jours. Sur la défensive, non, mais on ne va pas nier, enfin je ne vais pas nier, qu'il y a actuellement une séquence Hollande. Il y a un moment Hollande, comme il y aura d'autres moments. Nous n'avons pas de candidat, donc, et je ne le regrette pas, parce qu'encore une fois, le tempo, me semble-t-il, est bon. Je veux rendre hommage d'ailleurs à Xavier Bertrand, qui sur cette question de l'emploi fait un travail absolument remarquable et qui mobilise toutes les énergies. Il est bien normal que dans sa réponse, il pointe du doigt ce que propose M. Hollande, qui va d'ailleurs à l'inverse de ce que nous avons besoin pour l'emploi. Toujours la même chose, sans candidat UMP, sans programme UMP, eh bien le sujet de conversation c'est François Hollande. Donc c'est quand même une période difficile pour vous. Ouais. Vous ne prenez pas trop de retard justement avec Non, je ne pense pas. Écoutez, regardez. L'avance que prend François Hollande. L'attente de la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy, c'est pas vous-même, un décalage secret. Vous-même, les journalistes, les observateurs, vous semblez d'ailleurs exprimer une certaine attente, une certaine impatience de voir notre candidat. Donc dès que notre candidat sera auprès de vous, je pense que du coup, vous allez pouvoir vraiment en parler beaucoup et il y aura donc la séquence future pour notre candidat. Mais pourquoi cette impression quand même que la droite a du mal à trouver des angles d'attaque Je pense que médiatiquement, on est dans cette séquence et les commentaires sont sur la forme et pas sur le fond. Je pense donc qu'il faut vraiment aller dans le fond des choses, sur notre bilan, sur ce que nous avons fait et sur ce que propose François Hollande. Je propose qu'on en parle. Est-ce que François Hollande ne vous rappelle pas un peu le candidat Nicolas Sarkozy en 2007, c'est-à-dire celui qui surprend, celui qui propose des choses différentes, celui qui dicte les thèmes de campagne? Non, parce que ce que proposait Nicolas Sarkozy correspondait aux besoins de notre pays à cette époque, alors que ce que propose François Hollande ne correspond pas. Un exemple, il nous annonce 150 000 emplois pour les jeunes dans la fonction publique. Si vous y ajoutez les 60 000 postes d'enseignants, ça veut dire qu'aujourd'hui, alors qu'il faut alléger la dépense publique, tout le monde est d'accord, tous les pays qui réussissent le font, et qu'il faut libérer les énergies, libérer les entreprises, le programme de M. Hollande, c'est « je matraque les entreprises et les travailleurs », et j'alourdis la dépense publique. C'est exactement l'inverse de ce dont nous avons besoin. Les 9 millions de travailleurs, de salariés, qui apprennent que M. Hollande va supprimer l'exonération de charges sur les heures supplémentaires. Comment vont-ils réagir? Dans ma vie, j'ai 4000 salariés Peugeot. Au moment des 35 heures, un grand nombre d'entre eux ne pouvaient même plus rembourser les traites de leur maison. On a libéré les 35 heures, on a redonné le droit aux heures supplémentaires, on a défiscalisé les heures supplémentaires. C'était travailler plus pour gagner plus, et c'est toujours travailler plus pour gagner plus. Monsieur Hollande nous dit, si c'est moi, on enlève tout ça, donc le travailler plus pour gagner plus, c'est fini. On met les jeunes à nouveau dans le secteur public, on charge la barque et on prend 30 milliards, et on prend 30 milliards d'impôts en plus aux Français. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut pour la France, et c'est l'inverse de ce que font les pays qui réussissent. On va y revenir bien sûr plus en longueur tout à l'heure. Et mardi, il y a quand même une bonne nouvelle pour l'UMP. Une dizaine de responsables du nouveau centre, dont les ministres Maurice Leroy et François Sauvadet, ont publié une tribune dans laquelle ils annoncent qu'ils soutiendront Nicolas Sarkozy. Ils abandonnent donc le candidat de leur parti, Hervé Morin. Une décision qu'ils expliquent par le danger qu'il y aurait à un éparpillement des voix au premier tour.
qu'on veut, c'est éviter le retour de la gauche en France. Je crois Nicolas Sarkozy a montré sa capacité à apporter des réponses concrètes dans le temps de crise qu'on traverse. Et donc voilà, je souhaite aujourd'hui que chacun prenne ses responsabilités. J'invite d'ailleurs tous les dirigeants du nouveau centre, tous les militants du nouveau centre, à partager avec nous cette ambition commune de sortir le pays de la crise. Moins de 1%, mais c'est toujours ça de prix du côté des centristes? Oui, c'est pas les 1%, c'est le symbole du rassemblement. Je pense qu'effectivement, tous ceux qui souhaitent que l'action engagée continue ont intérêt à se rassembler pour notre pays. Et là, Hervé Morin n'a pas d'autre choix que de se retirer. Hervé prendra la décision qui sera la sienne. Il ne m'appartient pas d'insister trop sur le sujet. Mais enfin, tout ce qui ira dans le sens du rassemblement autour du président. Hervé Morin a été quand même ministre il a été reçu, pendant un certain temps. Je pense que s'il venait à prendre une décision et que dans la foulée, il appelle à voter pour Nicolas Sarkozy, si celui-ci est candidat, et au moment où il sera candidat, tout ça me paraîtrait très naturel. Il a été reçu récemment à l'Élysée. Il aurait reçu l'assurance que s'il se retirait, il n'y aurait pas de candidat UMP dans sa circonscription face à lui. Ça vous semble... Écoutez, je pense que c'est tout à fait normal que s'il y a des accords politiques pour les élections présidentielles, ils se déclinent pour les élections législatives. Il me semble d'ailleurs que c'est ce que François Hollande a fait avec les Verts. Je crois que les Verts ont d'ores et déjà, si éventuellement les socialistes venaient à gagner, une place de choix dans les circonscriptions et au Parlement, en contrepartie de quoi au deuxième tour, j'imagine qu'ils vont appeler à voter pour François Hollande. Donc tout ça est tout à fait normal. C'est le rassemblement, chacun exprime sa différence et puis à un moment donné, on se rassemble. Donc celui qui va occuper tout l'espace centriste, c'est François Bayrou, crédité de 14 à 15% dans les sondages. C'est lui qui peut éliminer un candidat UMP au premier tour. Éliminer. Vous savez, je pense que au fond, l'intelligence collective des Français, qui ont d'ailleurs pris en compte ce qui s'est passé en 2002, je crois que leur intelligence collective fera en sorte qu'au deuxième tour, il y ait un vrai choix républicain pour servir la démocratie. Et le vrai choix républicain dans notre système politique, c'est quand même que les deux candidats des deux principaux partis de la majorité et de l'opposition s'affrontent au deuxième tour. Je crois que ce serait bon pour notre démocratie. Quel serait aujourd'hui le candidat le plus difficile à battre pour Nicolas Sarkozy? Est-ce que c'est François Hollande ou est-ce que c'est François Bayrou? Je pense qu'il n'y a pas de candidats plus difficiles à battre les uns que les autres. Je pense que l'élection présidentielle, en fait, c'est deux élections. Il y a un premier tour. Voilà, il faut être dans les deux premiers au premier tour. Et puis le deuxième tour, toutes les cartes sont rebattues. Je vous rappelle qu'en 2007, aucun candidat éliminé au premier tour n'a appelé à voter Nicolas Sarkozy au deuxième tour. Aucun. On sait que Et Nicolas Sarkozy a gagné. Les Français, aujourd'hui, sont libres de leur suffrage. C'est pas parce qu'on leur dit qu'il faut voter pour un tel ou un tel qu'ils sont comme ça disciplinés. Ils vont choisir au premier tour et ils vont éliminer. Oui. C'est ça le sens Encore faut-il se qualifier pour le second tour. Bien sûr, quand mais c'est pour ça. ça. Les 20% de Marine Le Pen, 15% François Bayrou, ça commence à faire beaucoup quand même. Oui, c'est bien pour ça qu'il faut faire campagne, c'est pour ça qu'il faut être présent, c'est pour ça qu'il faut avoir un peu d'enthousiasme, que les périodes creuses, parce qu'on traverse, c'est vrai, dans les sondages, une période creuse, ça s'est toujours vu dans les élections présidentielles. Rappelez-vous, juste novembre, je crois, 94, Jacques Chirac avait 14 ou 15% dans les sondages. Et sur un plateau de télévision du service public, une journaliste bien connue lui disait « Mais Monsieur Chirac, finalement, vous ne serez pas candidat ». Et quelques mois plus tard, il était président de la République. Donc gardons-nous de tout pronostic. Il faut travailler jusqu'au bout en ce qui nous concerne. Quand la campagne viendra, vous verrez, je pense que si Nicolas Sarkozy est candidat, ce que je souhaite, et dans son calendrier, ce que je souhaite aussi, lorsqu'il se mettra en campagne, je pense que ça sera une toute autre campagne. Il y a un certain nombre de choses que lui seul pourra expliquer aux Français. On a bien compris que les vainqueurs du mois de janvier n'étaient pas ceux du mois de mai. C'est la phrase qu'on entend beaucoup cette semaine. Alors on passe au mercredi avec l'annonce des derniers chiffres du chômage. « 29 700 chômeurs supplémentaires au mois de décembre. La progression a été constante au cours de l'année et la France n'est plus très loin de la barre des 3 millions de demandeurs d'emploi. Mathilde Terrier. Il y a un mois, il avait atteint son plus haut niveau depuis 12 ans. En décembre, ils sont 29 700 personnes de plus sans aucune activité. Désormais, la France compte plus de 2 800 000 demandeurs d'emploi. Les personnes qui exercent une activité réduite augmentent elles aussi de 0,6%, soit 25 000 personnes supplémentaires. Cela fait des mois
que le chômage augmente. Et contrairement à ce qu'il avait promis aux Français, Nicolas Sarkozy ne les protège pas. Au contraire, les politiques qu'il met en œuvre aggravent les conséquences d'une crise déjà redoutable, mais qui est pire encore en France, car les politiques qu'il conduit sont des politiques économiques à contresens. Du côté de la majorité, où l'on avait annoncé avant même les résultats de mauvais chiffres, on tente de minimiser. C'est compliqué, mais vous savez, encore une fois, la France n'est pas une île. Au chômage, en Espagne, c'est x3. La première puissance du monde, les États-Unis, le chômage, c'est x2. Voilà. C'est pas pour ça qu'il faut forcément dire qu'en France, c'est mieux. Mais il faut aussi regarder ce qui existe ailleurs. En un an, le chômage a progressé de 5,6%, c'est 2 fois plus qu'en 2010. Un gros point noir à 3 mois des élections. Dans le bilan du président, pas encore candidat. Alain Joyandet, après le sommet social, Nicolas Sarkozy a repris intégralement donc une mesure qui était contenue dans le rapport que vous lui avez rendu. Ça s'appelle le contrat zéro charge. Ce sont donc les très petites entreprises, moins de 10 salariés, qui seront exonérées de charges pendant 1 an, c'est ça? 6 mois. 6 mois, si elles embauchent au SMIC des jeunes de moins de 26 ans. Oui. Donc ça, évidemment, cela vous réjouit. Quel impact en termes d'emploi, selon vous? Je pense que l'on peut, avec cette mesure, dans les 6 mois à venir, faire entrer un peu plus de 100 000 jeunes dans les TPE. Là où vous il avez y a... dit 50 000 au début. Non, mais je vais vous donner l'explication concrète parce que le président est allé au-delà de mes espérances, puisque dans mon rapport, je proposais 50 000 et je chiffrais la mesure à 45 millions d'euros. La décision du président était de doubler la mesure. Non seulement il reprend la mesure, mais il la double. Et dans les 430 millions du sommet du 18 janvier, il y a plus de 100 millions d'euros qui sont prévus pour cette mesure. Et donc la prévision, c'est de ne pas faire 50 000 contrats, mais d'en faire 100 000. Voilà pourquoi la différence. Ce que je veux dire simplement, c'est que cette mesure, elle est capitale. Pourquoi? Parce qu'elle est déjà en place. Il faut que les chefs d'entreprise des TPE, les jeunes, sachent que dès maintenant, c'est en place. Moins de 26 ans, dans les TPE de moins de 10 salariés, c'est un contrat sans charge, sans obligation particulière, dans le cadre d'un contrat très simple. Il faut quand même dire que ce ne sont pas forcément des CDI, ça peut être des CDD très courts. CDD de 6 mois, minimum. Oui, mais ça reste du travail précaire. Ça reste du travail précaire, mais on sait aujourd'hui que dans 70% des cas, un jeune qui passe 6 mois dans une entreprise, dans 70% des cas, 2 ou 3 mois plus tard, on le retrouve dans un emploi pérenne. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord du tout avec la mesure de François Hollande de créer 150 000 emplois dans les services publics, parce que l'étude de la DARES est claire et personne ne la conteste. Un jeune qui passe 6 mois dans le service public, 70% du temps après, on le retrouve à nouveau au chômage. Dans les entreprises, c'est l'inverse. Le travail pour les jeunes demain, c'est dans les entreprises, c'est dans le secteur marchand et c'est pas dans les services publics. Alors, cette mesure n'est mise en place que pour 6 mois. C'est d'ailleurs le temps de la campagne, 6 mois. Vous regrettez qu'elle ne s'applique que sur 6 mois? Vous aimeriez non, parce que les jeunes qui vont... C'est une mesure conjoncturelle. Si c'est si formidable. C'est une mesure... Mais d'ailleurs, je crois que la porte a été ouverte. Xavier Bertrand l'a dit récemment. Je crois que... d'ailleurs, je veux rendre une fois de plus hommage à son travail. Et d'ailleurs, il va mobiliser les gens dès la semaine prochaine sur toute la France. Et cette mesure, si elle a le succès que j'espère, pourra d'ailleurs être prolongée au-delà de la période de 6 mois. Ça a été clairement dit devant les partenaires sociaux. Mais vous voyez bien que face à ce problème d'urgence du chômage, il est quand même important que quelqu'un reste aux commandes et qu'on n'ait pas que des candidats dans notre pays, mais que jusqu'au bout on fasse notre travail. La gauche dit que la mesure n'est absolument pas à la hauteur des besoins sur le chômage des jeunes. On rappelle qu'il y a 20% des moins de 25 ans. Est-ce que vous voyez ce que la gauche propose pour nos jeunes? Le programme du Parti socialiste, c'était 300 000 jeunes dans les services publics. Monsieur Hollande a carrément coupé en deux. Il n'en prend plus que 150 000. La feuille de route que j'ai proposée, il n'y a pas que les 100 000 dans les TPE, il y a le passage de 600 000 à 900 000, le nombre des alternants, contrats de professionnalisation et contrats d'apprentissage. La feuille de route que j'ai proposée pour le quinquennat à venir, c'est 350 000 emplois de plus pour les jeunes dans le secteur marchand, dans les entreprises. Alain, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des seniors aussi quand même. Le chômage a explosé cette année chez les seniors en 2011. Est-ce que c'est une bonne formule de reculer l'âge de la retraite alors qu'aujourd'hui on ne sait pas dans notre société que faire des seniors dans les entreprises? Dans tous les pays où l'on a avancé l'âge du départ à la retraite, c'est là où le chômage des jeunes explose. L'idée qui consiste à dire on va
envoyer les gens à la retraite beaucoup plus tôt parce que ça fera de la place aux jeunes, ça a été testé dans tous les pays européens, partout là, on où parle les des seniors. Oui, la question c'est comment les conserver le plus longtemps dans l'entreprise. Comment conserver les seniors le plus longtemps? Aujourd'hui, le chômage des seniors explose. Comment les 50 ans se retrouvent très facilement au chômage? Je pense que vous a pas échappé quand même qu'on a fait la réforme des retraites et que mécaniquement, enfin, je sais qu'on en parle assez peu, mais mécaniquement, la réforme des retraites maintient les seniors dans l'entreprise plus longtemps. Et pourquoi ce chômage des seniors a-t-il explosé là? Écoutez, on peut le reconnaître parce que c'est vraiment... Ça vient d'être dit, dire que le chômage a augmenté en France, c'est une évidence. Ce qu'on dit simplement, c'est qu'il a beaucoup moins explosé en France qu'ailleurs. Je crois que Valérie Reusseau-Debord l'a dit tout à l'heure, les statistiques sont là. Et il y a urgence pour faire en sorte qu'il n'explose pas. C'est ça les mesures du 18 janvier, et c'est ça aussi que le président de la République va proposer. Mais là, on vous demande, il n'y a pas de mesures sur l'emploi des seniors dans l'entreprise. L'emploi des seniors... Qui, aujourd'hui, explose. L'emploi des seniors dans l'entreprise, c'est la mesure générale qu'il faut prendre de baisse du coût du travail. Et quelle mesure? Eh bien, le président de la République va s'exprimer. Je pense que ce n'est pas moi qui vais vous dire ce que va dire le président de la République et avant lui. Je pense que le coût du travail, qui est quand même de 20% plus important en France qu'en Allemagne, par exemple. Ce coût du travail, je pense que c'est la clé du problème. C'est une mesure qui est une mesure transversale et qui permettrait, si on arrivait à faire baisser ce coût du travail, à la fois de faire entrer beaucoup plus les jeunes et de maintenir les seniors. Ce serait une mesure qui servirait à tout le monde, aux jeunes et aux seniors. Aucune mesure spécifique donc sur l'emploi des seniors? Dans mon rapport, en tout cas, pas, parce que... Non, mais je vous parle en général, dans le projet qui sera bientôt dévoilé. Écoutez, moi, il faudrait... Non, mais... Je vais vous dire ce que je pense fondamentalement sur ce sujet. Je suis plus à l'âge des seniors, hein, que ça ne vous a pas échappé. Je pense quand même que le problème majeur pour l'avenir de notre société, qui touche toutes les familles, c'est quand même l'emploi des jeunes. Une société comme la France, qui laisse 650 000 jeunes au chômage, ne peut pas préparer son avenir. Et non seulement ça trouble la jeunesse de notre pays, mais ça trouble aussi les familles, leurs parents, leurs grands-parents. À partir du moment où on demande aux Français de travailler plus tard, il faut que les entreprises intègrent l'idée qu'elles doivent faire travailler leurs seniors. Et ne pas forcément... Bien sûr. On sait qu'ils sont plus chers, on sait qu'ils sont pas forcément bien sûr, mais estimés dans l'entreprise. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le maintien des seniors plus longtemps dans l'entreprise, grâce à la réforme des retraites notamment, fait en sorte que le poids global sur l'économie de nos déficits publics étant moins élevé, du coup, ça favorise l'emploi des jeunes. Dans tous les pays où l'âge de la retraite est le plus lointain, il y a moins de chômage des jeunes. L'idée que l'on fait partir les anciens pour faire de la place aux jeunes, c'est pas bon. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de mesures spécifiques pour l'emploi des seniors, parce que les mesures qui vont être prises, structurelles et annoncées par le président de la République, normalement, elles doivent favoriser l'emploi de tout le monde. Et dans l'urgence, ce qu'il faut surtout, c'est éviter l'explosion du chômage. Très bien. On passe maintenant au service minimum dans le transport aérien. La majorité l'appelait de ses vœux depuis les grèves de décembre dernier. Les députés ont adopté la proposition de loi sur ce service garanti. Les salariés devront désormais, sous peine de sanctions, se déclarer 48 heures avant chaque jour de grève. Nous souhaitons, parce que nous sommes favorables à la négociation, nous souhaitons retirer ce délai de 48 heures. J'attire votre attention quand même sur les conditions très restrictives dans lesquelles le Conseil constitutionnel l'avait accepté et qui ne me semble pas ici, ni sur le champ, ni sur les conditions garanties. Dans un grand quotidien, je dis très clairement, si 100% des pilotes sont en grève, il y aura 100% des avions qui ne décolleront pas. Simplement, ça permettra 2 jours à l'avance de le dire aux passagers. Voilà. C'est qui est bien la preuve que le droit de grève est garanti, mais ce qui est bien aussi la preuve qu'il y a un minimum d'informations, ce que vous refusez pour les passagers. Alors cette mesure existe dans le transport terrestre depuis 2007. Il était temps d'y ajouter l'aérien? Oui, je crois, il faut être cohérent. J'ai bien compris que le candidat socialiste avait dit qu'il ne remettrait pas en question la loi sur le service minimum. Je note que les socialistes et toute la gauche a voté contre. Et c'est vraiment à voter contre avec beaucoup de protestations. Aujourd'hui, M. Hollande nous dit qu'il ne remettra pas en cause cette loi. Il a même dit qu'elle marche. Aujourd'hui, quand il y a des grèves, les Français peuvent se déplacer au sol. Ce n'est pas encore le cas dans les airs. Et donc, l'idée, c'est de faire en sorte que, pour le transport aérien aussi, 48 heures de préavis, c'est quand même un minimum pour que les Français ne soient pas piégés comme ça en arrivant à l'aéroport. La gauche est toujours contre. Je parie que lorsque ce texte sera en place, ils ne le remettront pas en cause non plus. Allez, on va passer au jeudi. Vous allez être contents puisqu'on va parler des engagements du candidat Hollande. Il y en a 60.
C'est un timing bien réglé. Après le show à l'américaine du Bourget, place au détail des mesures. En ce jeudi, devant 400 journalistes, François Hollande égrène ses 60 propositions. Côté dépenses, 20 milliards d'euros supplémentaires. Côté recettes, entre autres, le pactole de la baisse des niches fiscales. Baisse qui rapporterait 29 milliards. Le sujet est de Sandra Cerquera. En plein cœur du 11e arrondissement de Paris, c'est la cohue des grands jours devant la Maison des Métallos, au lieu du syndicalisme parisien. Et le lieu n'a pas été choisi au hasard. C'est la mémoire du mouvement ouvrier. François Hollande vient détailler ses 60 engagements pour la France. Un projet à la première personne. Face aux 400 journalistes présents, fini le lyrisme, le ton n'est pas le même qu'au Bourget. Plus professoral, un défilé de chiffres, de pourcentages, de milliards, presque un cours de rigueur. Mon projet repose sur 4 principes. Le premier, c'est la lucidité sur la gravité de la situation, l'ampleur de la crise et l'état du pays. Je ne promets que ce que je suis capable de tenir. Pas moins, pas plus. Car Hollande veut se présenter en candidat crédible et raisonnable. Ce discours, c'est aussi l'occasion de riposter à la droite, qui l'accuse de vouloir piétiner les classes moyennes. Mais là encore, jamais le nom de Nicolas Sarkozy n'est cité. Au détour d'une phrase, François Hollande s'autorise même à parler au futur, comme s'il se voyait déjà à l'Élysée. Je ne veux pas faire ce que nos prédécesseurs ont hélas posé comme règle, c'est-à-dire des prévisions totalement décalées par rapport à la réalité. Au Bourget, François Hollande a essayé de convaincre l'aile gauche du PS. Aujourd'hui, il s'est adressé à un électorat plus large, de potentiels électeurs de l'autre François, François Bayrou. Alors, vous avez condensé votre réaction dans un communiqué de presse. Je lis irréaliste, démagogique, contre-productif. Il n'y a rien à sauver dans ces propositions. Écoutez, franchement, on est vraiment à l'inverse de ce que l'on doit faire pour l'avenir de notre pays. Les déficits publics, tout le monde est d'accord aujourd'hui pour dire qu'il faut absolument les réduire. Le programme de François Hollande, c'est une addition de déficit public supplémentaire. Compensé par des recettes fiscales supplémentaires. Et par ailleurs, il s'engage à l'équilibre. Oui, compensé par un matraquage fiscal de 30 milliards, dont on se demande où il va les prendre, et il va les prendre sur les forces qui produisent, c'est-à-dire l'entreprise et les salariés. Donc, franchement, on a l'impression d'un retour en arrière de 20 ans. Et tous les pays qui nous entourent, y compris les pays sociodémocrates qui ont réussi, ont fait exactement l'inverse. Il faut réduire les déficits publics, il faut libérer les énergies, il faut encourager la production, il faut baisser le coût du travail pour être plus compétitif. La France est dans le monde, la mondialisation est là, alors on peut essayer de la réguler un peu, mais en tout cas, les règles économiques sont là. On ne peut pas se plaindre qu'il y a des chômeurs et proposer des mesures qui vont augmenter le chômage. J'attire votre attention aussi sur le fait que le financement de ce projet repose sur une croissance en 2015 qui serait de 2,5 ou 2,7%. Donc tout ça me paraît totalement irréaliste. En deçà des prévisions du programme de l'UMP pour l'instant. Pardon ? En deçà des prévisions du programme de l'UMP qui avait basé ses prévisions de croissance un petit peu plus hautes. On verra quel sera le programme du candidat de la majorité. J'ai noté que le programme de François Hollande n'est plus le programme du Parti socialiste. Donc on verra quand notre programme, celui que nous soutiendrons, c'est-à-dire celui du président sortant, ce que j'espère, on verra comment les choses seront retenues et chiffrées. Mais en tout cas, oui, je persiste et je signe. C'est contre-productif pour l'économie et c'est totalement irréaliste en ce qui concerne le financement. Mais justement, un mot, vous parlez de matraquage fiscal, on l'a beaucoup entendu cette expression, en particulier sur les classes moyennes. C'est qui les classes moyennes ? On a du mal à... Quelle est la fourchette de salaire ? Quelles sont les mesures qui vont les toucher, ces classes moyennes ? Moi, je ne vais pas employer le terme de classe moyenne. Vous êtes bien le seul. Hein. Non, mais d'ailleurs, je ne l'ai pas employé, vous avez entendu. Je vous ai dit les forces productives. Les forces productives, elles sont où les forces productives ? Elles sont dans l'entreprise, que ce soit les chefs d'entreprise ou leurs collaborateurs, les salariés. C'est là qu'on produit les richesses qui nous permettent de financer le modèle social. On est très attaché à notre modèle social, et moi aussi. Et donc il faut absolument conforter notre financement. Mais le financement, on ne peut pas le prendre
éternellement, alors qu'on a déjà 20% d'écart de productivité avec l'Allemagne. On ne peut pas le prendre éternellement sur les forces qui produisent. Il faut quand même regarder comment on va faire dans l'avenir, y compris pour trouver un autre financement. C'est ce que nous proposons pour notre modèle social. Et les propos de M. Hollande, au-delà du fait que c'est vrai, le meeting a été réussi, pourquoi ne pas le dire, sur le plan de la communication, sur le plan de l'ambiance, voilà, très bien. Mais le fond des mesures, est-ce que c'est bon pour notre pays? Et là, franchement, je suis atterré de voir qu'on revient à des mesures d'il y a 20 ans. Ouais. Un mot sur ce que devrait annoncer Nicolas Sarkozy, la TVA sociale. Est-ce que c'est normal d'ouvrir des chantiers aussi importants à quelques semaines d'une présidentielle? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre pour réformer? Non, parce que je crois franchement que 5 ans, c'est très très vite passé. 6 mois, en économie aujourd'hui, 6 mois, c'est très rapide. Rappelez-vous, 2009, la crise financière. Personne ne nous l'annonce. Il n'y a pas un grand spécialiste qui nous annonce la crise financière. Après, on nous dit que c'est fini. Quelques mois plus tard, ça recommence. Il faut être très réactif. Il y a des mesures d'urgence à prendre. Le président va rendre un grand service à la France en ouvrant, avant les élections présidentielles, ce débat, en proposant au Parlement de prendre des décisions, y compris si ces décisions sont prises après. Si ce sont des décisions qui vont dans le sens de l'intérêt de notre pays, je suis persuadé que personne, une fois de plus, personne ne les remettra en question parce que ce sera l'intérêt général. Très bien. Et on va terminer cette émission avec une vidéo qui a fait beaucoup parler et sourire cette semaine. C'est le clip tourné par les jeunes socialistes avec le fameux signe de ralliement. Jean-Baptiste Daoulas. Au cœur du buzz, ce geste de ralliement à François Hollande. People, politiques et anonymes miment avec leurs bras les 2 barres horizontales autour du slogan du candidat. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. La vidéo est vue plusieurs centaines de milliers de fois en 24 heures, un succès d'audience, mais sur Internet, la limite entre bon et mauvais buzz est souvent étroite. Les journalistes web échangent des commentaires consternés sur Twitter et l'UMP se gausse du clip de campagne. Très vite, les parodies se multiplient. Le blogueur Guy Birenbaum voit dans la vidéo du camp Hollande un hommage à un vieux tube de l'été. À l'Assemblée, les députés socialistes assument leur participation, même s'ils n'ont pas forcément tout compris à la vidéo. J'ai pensé que ça faisait référence au haka des Néo-Zélandais ou quelque chose comme ça, mais j'ai vu le clip, je trouve ça très bien. Un langage des signes peut-être? Je sais pas. Il faut demander à ceux qui l'ont vu, mais ça donne quand même du dynamisme, de la pêche et de la gaieté. Alors que la vidéo est très critiquée sur Internet, les sénateurs socialistes se montrent plutôt téméraires. Ils ont posté aujourd'hui leur propre version du clip. Bref, le camp Hollande fait front derrière sa vidéo, mais le buzz rappelle d'ores et déjà un autre naufrage bien connu des internautes, le fameux lip-dub de l'UMP à l'été 2009. Tous ceux qui veulent changer le monde, venez marcher, venez chanter. À l'époque, les ministres présents dans la vidéo avaient mis plusieurs mois à avouer publiquement qu'ils regrettaient d'y avoir participé. Alain Jean-Yandé, vous y aviez participé à ce lip-dub? Non, mais je trouve que sur le principe, ça met un peu de fraîcheur parce que la société est tellement triste. Je trouve qu'on n'est pas assez optimiste parce que moi qui me suis beaucoup occupé des jeunes tous ces temps-ci, je trouve qu'il y a tellement d'enthousiasme dans la jeunesse, tellement de créativité, tellement de potentiel pour notre société. C'est pas moi qui vais critiquer un peu de la le clip des socialistes, ça vous fait sourire. Il me choque pas. De toute façon, c'est un point partout là. Vous pouvez pas critiquer. Si on peut mettre un peu d'ambiance aussi et puis regarder l'avenir avec de temps en temps un tout petit peu de décontraction, de sérénité, ça n'empêche pas le sérieux. Voilà, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Pour finir, on adresse bien sûr un salut à celui qui co-présente régulièrement cette émission, Michael Zamès. Il est papa d'une petite Chiara. Alors on souhaite la bienvenue à Chiara. On félicite bien sûr la maman et puis un tout petit peu Michael Zamès aussi quand même. Voilà, et nous on se retrouve la semaine prochaine, même lieu, même heure. Bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.